Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. Comme vous le voyez, j'ai encore changé de cadre parce que je suis toujours dans ma famille mais je suis une autre personne de ma famille cette semaine. Déjà, je vais commencer par vous faire un petit book haul parce que évidemment, j'ai une toute petite valise et j'avais dit surtout, il ne faut pas que j'acquière de livres pendant que je suis en France et bien évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Et vous allez voir, j'ai une sacrée pile à côté de moi. Mais c'est pas tous des achats, je vous rassure. Ensuite, je vous présenterai 5 chroniques, parce que comme je suis un petit peu en mode cool et que j'ai mes soirées libres, j'ai beaucoup lu. Et j'ai notamment lu des mangas et des petites choses un petit peu courtes. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il y en a autant. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler le résumé des Grands-mères dans l'espace, le tome 1, qui est mon roman, à moi. Voilà, donc je vous en parle depuis quelques temps maintenant, vous commencez à connaître la chanson, je le mets à la fin pour les personnes que ça intéresse. Donc sans transition, on va y aller tout de suite avec le book haul, et juste pour rigoler, je vous montre rapidement la pile de livres que j'ai acquis. Bon, pas tous, non pas tous, j'ai pas tous acquis. Il y en a qui sont de la médiathèque, d'ailleurs c'est par eux qu'on va commencer parce que ce matin je suis passée en médiathèque parce que quand je suis en France, j'aime bien en profiter pour du coup commander en médiathèque, lire des livres, des BD en particulier et des mangas qui sont pas toujours disponibles en numérique, et donc voilà, je profite d'être en médiathèque pour fouiner dans le rayon BD manga. Et donc j'ai pris déjà ces deux petits mangas, non ces deux grands mangas, ce sont des grands formats, c'est la première fois que je vais lire un manga en aussi grand format, donc ça va être sympa. Il s'agit de L'île entre deux mondes, le tome 1, et le tome 2, L'île errante. C'est pas du même auteur. Est-ce que c'est le même truc? J'ai un doute. Attendez. Ils sont pas édités maintenant. Pourtant, ils étaient ensemble. Je crois que j'ai pris deux livres en fait qui sont pas ensemble. Je m'en rends compte. Donc en fait, au début, j'ai vu celui-là, L'île entre deux mondes. C'est marqué série en 2 tomes et il y avait celui-là à côté, donc je me suis dit que c'était le même. Mais en fait, ils sont pas écrits par la même personne ni édités aux mêmes éditions. Celui-là, il est édité chez Pika Graphique, donc c'est le tome 1, de Asuka Ishii. Et le deuxième manga du coup que j'ai pris sans faire exprès, mais c'est un tome 2, donc je pense que je le lirai pas, c'est L'île errante de Kenji Tsuruta, et c'est aux éditions Latitude. Et apparemment, ce n'est pas du tout la suite de ça. Ou alors, il faut que je me renseigne. Bref. Voilà. Le fail. Je m'en rends compte là vraiment avec vous. Mais c'est pas grave. En tout cas, celui-là, il m'a attiré visuellement au départ. L'île entre deux mondes, parce que la couverture est bleue, ça a l'air très aquatique, et donc ça ira très bien pour le challenge lecture nature d'Hélène Ducrot que je fais toujours et qui dure jusqu'au 20 juin. Apparemment, il y aura un petit côté surnaturel, ça se passe sur une île bleue, et je pense que ça va être très sympa. Et j'ai vu que c'était écrit vraiment, c'est vraiment des très grandes planches, donc ça promet d'être sympathique. Et bon, celui-là, du coup, je sais pas si je vous le présente, je sais pas si je vais le lire. Écoutez, vous le saurez la prochaine fois que je vous prendrai. Ensuite, j'ai pris les tomes 2 et 3, toujours à la médiathèque, de Je crois que mon fils est gay. Non, c'est les tomes 3 et 4. Décidément, cette vidéo va être longue. Les tomes 3 et 4 de Je crois que mon fils est gay, de Okura. J'avais lu et beaucoup aimé le tome 1 et 2. Je les avais lus en numérique parce qu'ils sont disponibles en numérique. Donc c'est pratique pour les lire à distance quand on n'est pas en France. Et là, j'ai sauté sur l'occasion qu'ils étaient à la médiathèque. Comme ça, je aurai le plaisir de les lire en version papier. Et en gros, c'est l'histoire d'une maman qui se rend compte que son fils est gay. Et lui-même, apparemment, il se cherche encore un peu. Il n'arrive peut-être pas encore à bien mettre les mots dessus. Et ça donne des scènes de vie assez touchantes, parfois très drôles. Voilà, des trucs hyper variés, vraiment de vie de famille, avec les copains, etc. Et c'est très sympa, j'aime beaucoup, donc hâte de le continuer. Et ensuite, toujours à la médiathèque, j'ai pris une énorme BD qui s'appelle En lutte, Les reflets du monde de Fabien Toulmé. C'est une BD, ça fait hyper longtemps que j'avais envie de la lire, et pareil, je crois qu'elle est en numérique, mais écoutez, là, c'était l'occasion de la lire en papier. En gros, dans cet ouvrage, l'auteur nous parle de 3 pays différents dans lesquels le peuple a dû lutter à un moment donné ou à un autre pour des sujets variés. Dans ce tome 1, on est au Liban, au Brésil et au Bénin. Et donc, celui-là, j'ai commencé à le lire déjà. J'ai lu toute la partie sur le Liban et c'était super chouette. Je vous ferai la chronique complète quand je rentrerai en Bulgarie. Et j'adore, les planches sont très très colorées. Je vous montre. Voilà, elles sont toutes en teintes comme ça.
Et elle varie. Alors, il est tout cassé le tome de la médiathèque, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Et donc, c'est très sympa, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Et c'est très drôle. Et c'est très drôle. À la fois, ça parle de lutte, mais c'est fait de manière assez ludique, je trouve. Donc, c'est sympa. Et donc, voilà, affaire à suivre. Donc, voilà, tout ça, toutes les BD mangas que je viens de vous présenter, c'est des choses que je vais ramener à la médiathèque. Donc, pas de problème. C'est autorisé. Par contre, tous ceux d'après, vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué. Parce que, donc, je vous en avais parlé il y a quelques temps, j'avais gagné un concours Miss Kim de Chonamjo. C'était un concours auquel j'avais participé chez Il y a deux filles qui lisent et qui voyagent, et qui était en partenariat avec les éditions Robert Laffin. Et donc, j'avais reçu ce tome ici chez ma grand-mère, et donc je peux enfin le récupérer. Alors, il n'est pas très gros, mais en fait, ma valise est tellement déjà pleine, je ne sais pas si je vais pouvoir le ramener, j'espère. Sinon, il faudrait que je le lise pendant que je suis ici, mais vous avez vu, j'ai pris des mangas et des BD qu'il faut que je ramène avant la fin de la semaine. Donc, j'aurai pas le temps de lire celui-là, clairement. Bref, donc voilà, ça c'est Chonamjo, c'est l'autrice de Kim Ji-young, née en 1982, que j'avais beaucoup aimé, qui se passe en Corée du Sud. C'est l'histoire de 8 femmes, apparemment. Je pense que ça va être peut-être sous forme de petites nouvelles. J'adore les nouvelles, donc ça va me plaire. J'espère. On continue avec un roman que j'ai gagné lors d'un tournoi littéraire qu'on a remporté avec mon équipe, un tournoi sur 6 mois qui se passe sur Facebook. Et du coup, l'organisateur du tournoi a eu la gentillesse de nous offrir un petit livre à chacune de notre wishlist. Moi, dans ma wishlist, j'avais mis que des Stephen King, comme ça, j'étais sûre que ça me ferait plaisir. Et donc, il m'a envoyé différentes saisons de Stephen King. Je crois que c'est des nouvelles. Ah oui, c'est ça, qui s'étale sur les 4 saisons. Voilà, j'en lis pas plus parce que j'adore rentrer dans les Stephen King sans savoir de quoi ça parle. Donc, voilà, j'adore. Ces éditions sont vraiment trop belles. Les éditions du livre de poche, j'aimerais vraiment toutes me les collectionner. On verra. Et donc celui-là pareil, il est énorme. J'ai tellement de King à lire à la maison, peut-être que celui-là je le laisserai là, je le récupérerai lors d'un prochain voyage. Ensuite, pendant que j'étais à Lyon, je suis passée voir une copine du fameux d'ailleurs même groupe Facebook, dans lequel on a aussi un groupe de lecture, un club de lecture. Et cette copine m'avait mis un livre de côté, et c'est 1666 de Geraldine Brooks. Pareil, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Elle m'a dit, je suis sûre que ça va te plaire. J'ai dit, allez, je prends. Donc voilà, je pense que c'est... du coup, ça se passe l'année de la Grande Peste en Europe. Bon, ça va être probablement historique. Moi, j'adore tout ce qui est historique. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et ça va, celui-là, il n'est pas trop gros. J'espère pouvoir me le ramener. Ensuite, j'ai eu 2 dérapages incontrôlés. Un jour, je suis rentrée dans une librairie en me disant je vais acheter une petite carte pour une copine à qui je devais envoyer un livre et acheter le dernier One Piece pour mon filleul, en me disant je vais juste pour ça, hein, je regarde surtout pas les rayons. Et bien évidemment, je suis sortie avec 2 livres pour moi. Le premier, je me dis ça va, il est tout petit, je peux me permettre. Et il s'agit de Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà, il est tout petit, je me suis dit, c'est bon, celui-là vraiment, je lui trouverais bien une petite place quelque part. C'est un essai féministe apparemment, plutôt un classique de ce genre-là. Et donc la deuxième glissade de ce fameux passage en librairie, c'est un livre qui me tente depuis très longtemps et dont j'adore la couverture. Et c'est ça en fait qui m'a fait dire « Ah mais j'ai envie de le lire depuis longtemps » et en fait tant que je ne l'ai pas en papier, je n'arrête pas à repousser. Alors que là je me dis « Bon j'aurai pas plus d'excuses parce qu'il sera dans ma bibliothèque ». Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katour. Donc ça se passe en Syrie. Et donc ça va parler je pense de la guerre en Syrie, etc. Je crois que c'est un livre jeunesse à l'origine. Apparemment il est assez dur dans le sens où c'est une histoire qui n'est pas facile parce qu'elle est violente forcément, elle a trait à la guerre. Et c'est un livre que j'aimerais beaucoup lire pour le Lisons l'Asie de cette année organisé par Eva de Perfect Books. Je sais qu'elle aussi, elle veut le lire depuis longtemps et qu'elle n'arrête pas de le repousser, donc ma foi, peut-être que je lui proposerai une lecture commune et qu'on arrivera à se motiver ensemble si j'arrive à le faire entrer dans ma valise. Voilà, ça reste toujours le même problème. Et ensuite, je suis passée à Valence voir une autre copine. Et elle aussi avait un petit livre qu'elle m'avait mis de côté, qu'elle avait déniché en boîte à livres, il me semble. Il est magnifique, je n'en ai jamais entendu parler. Il s'agit du Peuple de l'ombre de Tony Hillerman. Apparemment, c'est un polar qui se passe dans la tribu des Navajos,
donc au Nouveau-Mexique. Je ne sais pas trop en quelle année, peut-être pour l'art contemporain, je ne sais pas. Et voilà, il est vraiment très beau, j'adore cette couverture bleue comme ça. Attendez, faut que je me cache. Il ne sera pas prioritaire dans ma valise parce que voilà, il y en a d'autres que je préférais ramener, mais j'espère quand même pouvoir le mettre. Et si vous connaissez ce livre, n'hésitez pas à m'en parler, me dire s'il vous a plu ou pas, parce que je vous dis, moi j'en ai jamais entendu parler, donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et pendant que j'étais à Valence, la même copine m'a dit « Oh, j'ai découvert des boîtes à livres incroyables à 2 endroits, on va y passer, voir, il y aura peut-être des trucs. » Et hélas, oui, il y avait des trucs. Il y avait énormément de choses qui me tentaient. Je me suis dit non, je vais être raisonnable déjà parce que j'avais pas de livres à mettre. Et moi, j'aime bien quand je vais en boîte à livres, laisser des livres et ensuite en prendre. Voilà, bon là, j'ai fait une exception, j'ai pris un livre sans en mettre un, mais je reviens régulièrement dans le coin, donc j'aurai l'occasion d'y repasser. Et donc, j'ai pris un Patricia Cornwell, une enquête donc de Kay Scarpetta, la fameuse, et j'ai pris donc Havre des Morts. C'est le tome 17, il me semble, les Patricia Cornwell, avec Kay Scarpetta. Je les lis n'importe comment. Voilà, en gros, j'en trouve un, je le lis. Alors, quand j'en ai deux, j'essaie de les lire dans l'ordre, mais ça peut être le tome 12 et le tome 17. D'ailleurs, je crois que c'est exactement ça. J'ai le tome 12 dans ma bibliothèque et celui-là, c'est le tome 17. Voilà. Donc, j'ai Bâton Rouge déjà et donc Havre des Morts. Donc, voilà, je les lis pas du tout dans l'ordre. Je sais, ça me spoil l'histoire, etc. de Kay Scarpetta. C'est mieux de les lire dans l'ordre. Mais il y en a trop. J'ai pas envie de me remettre dans une saga stricte en les lisant dans l'ordre. Et j'adore ce côté de les piocher vraiment en boîte à livres et de les lire aléatoirement. C'est vraiment mon petit kiff. Et je fais pareil avec les Harry Bosch. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, c'est aussi un livre qui va être dans mes chroniques parce que je l'ai déjà lu. En effet, parce que c'est un service presse. Une autrice de poésie m'a contactée juste avant que je parte en France. Vraiment, elle a eu un coup de bol. Et elle m'a dit « Oh, peut-être que ça pourrait t'intéresser de chroniquer mon livre. » Je lui ai dit « Écoute, on peut faire un service presse, tu me l'envoies. » Et donc, je l'ai reçu et je découvre sa plume. Et donc, j'ai reçu et lu, et je vais vous en parler tout de suite, Les histoires ne dorment pas debout de Sullivan Faraday Maïkouva. C'est une autrice martiniquaise qui a du coup grandi et vécu très longtemps en Martinique et qui aujourd'hui vit en France. Elle m'a proposé de recevoir ce petit recueil de poésie qui est vraiment très court. Il fait une quarantaine de pages pour le prix de 5,50 € si vous le prenez en papier. Et donc, dans ce petit recueil de poésie, l'autrice va s'attarder dans ses poèmes sur ses racines et énormément sur sa maman et sa relation avec sa mère, des souvenirs qu'elle a de son enfance avec sa maman. Et j'ai trouvé ce recueil vraiment très beau. Je lis très 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 peu de poésie, voire même j'en lis pas du tout. Le dernier que j'ai lu, c'était Lait et miel de... J'ai un trou de mémoire, je vous le mettrai là. Et donc, voilà, j'en lis vraiment très peu. Et après, mes souvenirs de poésie remontent évidemment au temps du collège et du lycée, n'est-ce pas? Comme beaucoup. Et honnêtement, j'adorais ça, la poésie. J'en écrivais moi-même. Mais voilà, après, c'est pas un genre qui m'attire beaucoup parce que je trouve que la poésie a quelque chose de très intime et de très... vraiment très personnel finalement dans la poésie. Et c'est dur pour moi d'être touchée par la poésie. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé ces petits textes vraiment très beaux. Ce que j'ai beaucoup aimé notamment, c'est que bon, déjà, il y a la relation fille-mère qui est pas universelle parce que, bon, moi particulièrement, par exemple, je n'ai pas de très bonne relation avec ma maman. Ça arrive. Mais malgré tout, l'émotion a réussi à passer dans ce qu'elle transmettait. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est vraiment les petites touches de ces racines martiniquaises qui ressortent sans être très centrales, mais on sent qu'elle est habitée par son île en fait. Tout simplement, c'est quand elle écrit, ça fait partie d'elle et ça se ressent dans l'écriture, dans certains mots. Il y a même une petite berceuse dedans qui est en créole et je trouve ça trop chouette. Honnêtement, je me suis dit, j'espère qu'il y a la traduction. Effectivement, il y a la traduction à la fin. Puis en fait, en lisant, je me suis dit, finalement, j'aurais même pas besoin de la traduction, en fait, parce que c'est très beau comme ça, on arrive quand même, en le lisant à haute voix, à reconnaître certains mots, et puis voilà, on a la tonalité, les sons qui sont là aussi et qui parlent. Et bref, voilà. Mais il y a quand même la traduction, je vous rassure, à la fin, pour les personnes qui y tiennent. Vraiment un très très chouette recueil de poésie. Il est vraiment très aéré comme ça, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup lire comme ça, c'est
vraiment tout doux à lire. C'est court et honnêtement, je pense que je le relirai. Il y a aussi des petits haïkus dedans. Et donc ça varie, la forme varie. Il y a cette petite berceuse aussi en créole qui vient voilà, donner un petit peu de variété. Et donc finalement, j'ai été très agréablement surprise par ce petit recueil de poésie qui a su me toucher, me faire voyager un petit peu et qui m'a surtout donné très envie de relire cette autrice. Alors elle a écrit d'autres recueils de poésie et surtout elle va bientôt, il me semble en fin d'année, publier un recueil de nouvelles dans lequel elle parlera du folklore antillais et peut-être même un peu du folklore breton, qui est je crois sa région d'adoption. Et du coup, je suis hyper curieuse. Moi, j'adore voilà, voyager dans mes lectures et découvrir le folklore d'une région que je connais pas ou peu. Ça m'intéresse beaucoup, donc je pense que vous entendrez à nouveau parler de cette autrice sur ma chaîne quand son recueil de nouvelles sortira. Et je vous en reparlerai avec plaisir, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas, son recueil de poésie est disponible sur Amazon. Et pour pas louper ses futures sorties, si vous êtes intéressé, vous pouvez la suivre sur Instagram. Ensuite, j'ai lu Belle dans la jungle de Liba Bray. C'est un roman qui a été publié en 2011 en version originale et en 2013 en version française, parce que l'autrice est américaine, états-unienne très exactement. Dans Belle dans la jungle, on suit un groupe de Miss qui sont toutes mineures, donc elles ont toutes un petit peu moins de 18 ans, et elles participent à, vous savez, un concours de beauté des USA, et donc il y a une Miss par État. Et elles sont dans un avion pour aller justement sur le tournage de la soirée du concours de beauté, qui s'appelle Miss Fleur de Beauté, s'il vous plaît. Et il se trouve qu'en fait, l'avion va se crasher sur une île. Il y en a une grande partie des Miss vont mourir pendant cet accident, pendant ce crash, et aussi toutes les équipes de télé et le conducteur de l'avion, le pilote. Et donc, on va se retrouver avec un petit groupe de Miss qui vont être livrées à elles-mêmes sur cette île, assez hostile par certains aspects. Dans ce roman, donc vous l'avez compris, on est dans un roman d'aventure mais humoristique. J'ai effectivement trouvé ça très très drôle. Ces Miss, elles se retrouvent dans une situation super cocasse, à savoir de se retrouver donc sur cette île, à devoir survivre, alors que vraiment elles sont préoccupées uniquement par mince, j'ai plus de vernis sur mes ongles, où est mon sac, il doit être sur le lieu du crash de l'avion, il faut que j'aille chercher mon vernis quoi. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton. J'ai trouvé ça vraiment très très marrant comme histoire, mais à la fois, certes c'était drôle, certes il y avait un milliard de situations cocasses, irréalistes au possible, mais il y avait des messages super intéressants dans ce livre. Et parce que du coup, oui, on est avec des Miss, donc concours de beauté, etc. Et en fin de compte, c'est un petit peu une critique de ce système qu'on va découvrir, d'une part. Et on va aussi parler de la communauté LGBTQIA+, parce qu'il y a une personne qui va être transgenre dans cette histoire. Il va y avoir une personne qui est homosexuelle, lesbienne du coup. Voilà, ça c'est quelques thèmes parmi d'autres. Hein. Du coup, tous ces thèmes sont abordés voilà, de manière un petit peu décalée et drôle. Et vraiment, c'était hyper marrant. Moi, j'ai passé un super moment. Alors, j'ai quand même trouvé ça un petit peu long parce que je pense que je suis un petit peu responsable parce que moi, je l'ai lu sur un long temps. Parce qu'en fait, je le lisais le soir et à chaque fois, je m'endormais. Mais c'était pas la faute au livre, c'était la faute à ma fatigue. Et du coup, j'ai mis vraiment peut-être 10 ou 13 jours pour le lire. Que ça soit autant étalé, ça m'a paru long, alors qu'en fait, je pense que si je l'avais lu plus régulièrement, plus vite, eh ben, ça m'aurait paru moins long, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses en fait sur cette île. Oui, au début, voilà, on a ce côté un petit peu en mode survivaliste, mais après, il y a plein de rebondissements qui se passent. Je vous laisserai découvrir quoi, parce que vraiment, c'est inimaginable ce qui leur arrive. Donc, le mieux, c'est de le découvrir en lisant le livre. Voilà, après, il y avait peut-être un petit peu trop de rebondissements. Je pense que c'est vrai, on aurait pu se passer d'une ou deux péripéties et que le message aurait été là, que l'humour aurait été déjà suffisant. Mais bon, voilà, c'était quand même sympa. Je suis très très contente de l'avoir lu. J'attendais quelque chose de décalé. J'ai eu quelque chose de décalé. Je remercie Eva de Perfect Books parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce livre. Sinon, j'en ai jamais entendu parler ailleurs que sur sa chaîne Twitch. Du coup, merci Eva pour cette découverte. Et le trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu Cache-Cache à l'hôtel, le tome 17 des enquêtes d'Agatha Raisin.
écrit par MC Beaton. Donc alléluia, j'avance un petit peu dans mes sagas, vous voyez. J'essaye, je fais des efforts. Non, je dis ça, mais je viens de commencer un tome 1. Ça aussi, vous le verrez plus tard. Ce roman a été publié en VO en 2010 et en version française en 2019. Agatha Raisin, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une quinquagénaire qui est à la retraite, qui va s'installer dans un petit bled d'Angleterre, pas loin de Londres, dans les Cotswolds, qui grosso modo va s'ennuyer beaucoup. Et donc va se mettre, dès qu'il va y avoir un problème dans le coin, va se mettre à enquêter et à jouer les enquêtrices. Dans ce tome 17, on est dans cette continuité d'Agatha Raisin, donc je ne vais pas trop vous en dire, pour pas trop vous spoiler sa situation personnelle, mais grosso modo, si vous êtes déjà dans la série, on est dans la lignée. On est à peu près avec les mêmes personnages depuis le début. Et c'est cool, moi ça me va en vrai. Voilà, j'en lis vraiment un de temps en temps parce que voilà, souvent c'est quand même pareil. Mais en gros, voilà, dans ce tome-là, son ex-mari l'emmène en voyage. Elle s'attend à aller sous les tropiques et elle se retrouve dans un hôtel tout miteux d'Angleterre, au bord de la mer. Et il va y avoir un meurtre, grosso modo. C'est à peu près voilà ce qui se passe. Et après, elle va enquêter, etc. Du coup, bah voilà, un petit tome dans la lignée des Agatha Raisin habituelle. On est dans du cozy mystery, donc oui, les enquêtes vont pas casser trois pattes à un canard. L'ambiance est cool. Bon. En vrai, c'est vraiment chill comme série. Moi, j'aime bien, voilà, je vous dis m'en faire un de temps en temps, mais pour moi, il faut pas se les enchaîner parce que c'est très redondant. Par contre, sur ce tome, j'ai eu le plaisir de trouver que Agatha évoluait enfin. Parce que pour moi, sur les tomes précédents, vraiment les 16 premiers tomes, Agatha, elle est toujours dans les mêmes schémas mentaux. Elle retombe toujours dans les mêmes travers. Et j'avoue, ça commençait à m'agacer. Parce que je veux bien qu'on ait tout le temps les mêmes personnages, les mêmes tropes, etc. Pas de problème. Mais à un moment donné, un petit peu d'évolution, c'est ça. Voilà. Je me suis dit, si c'est toujours pareil, bah, peut-être que je finirai par laisser tomber. Et écoutez, là, j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé qu'Agatha, elle changeait un petit peu de schéma de pensée et c'était bien. Ça a fait du bien à ce tome. Je me suis dit, ouf, enfin. Donc c'était chouette, l'enquête était sympa. Voilà, je pense que je vais très vite oublier les tenants et aboutissants de l'enquête. Je suis en train même de me demander si je ne les ai pas déjà oubliés, alors que je l'ai lu la semaine dernière. Oui, non, grosso modo, je vais arriver à me rappeler. Mais voilà, c'est une petite série que j'aime bien me faire de temps en temps, quand vraiment j'ai le cerveau plein, que j'arrive plus à trop me concentrer, etc. C'est parfait. Et là, bah, c'est ça, j'étais un petit peu en famille, etc. Et voilà, c'était un livre court à lire. D'ailleurs, je l'ai écouté en audio. C'était sympa aussi. Et le triomètre est à 1 sur 5, même pas peur. On est dans le classique Cozy Murder. Même si le côté cosy, je trouve que c'est quand même pas hyper représentatif dans Agatha Raisin. Pour le coup, pour moi, le meilleur cozy mystery qui correspond vraiment au code que moi j'imagine derrière le cozy mystery, c'est les thés meurtriers d'Oxford. Voilà, on est en Angleterre, à Oxford, et on parle de bouffe. Voilà, pour moi, c'est ça le cozy mystery. Dans Agatha Raisin, oui, on l'a un petit peu, mais il y a un petit peu moins ce côté cosy, quoi. Ensuite, j'ai lu une suite de mangas que justement ma grand-mère était allée me commander à la médiathèque. Je les ai lus là sur ces derniers jours. Et manque de chance, je les ai ramenés ce matin. Donc je ne peux pas vous les montrer. Mais je vous mettrai la vignette. Et donc j'ai lu Les Promeneuses de l'Apocalypse, les tomes 2, 3, 4 et 5 de Sakae Saito. Et c'est un manga qui est paru grosso modo entre 2021 et 2024 et qui est encore en train d'être paru. Je vais d'ailleurs recevoir le tome 6 là avant de partir à la médiathèque. Et le tome 7 était déjà emprunté parce que c'est le tout dernier sorti, donc il n'était pas dispo. Mais c'est pas grave, ça fera pour la prochaine fois où je viendrai en France. Dans Les Promeneuses de l'Apocalypse, on est donc au Japon, dans un Japon post-apocalyptique, vraiment dans un futur lointain. Il y a eu... Alors on n'est pas très... C'est pas très clair sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'a été l'apocalypse, mais clairement ça ressemble beaucoup au changement climatique, vraiment à une crise naturelle majeure. Et donc, une crise climatique majeure, plus exactement. Et donc en fait, nous on va suivre deux jeunes filles qui voyagent à moto dans tout le Japon. Et donc dans le tome 1, on découvrait un petit peu ces deux personnages, on découvrait leur voyage, un petit peu qui elles étaient. Et dans ces tomes 2, 3, 4 et 5, on continue donc de voyager avec elles. Voilà, elles vont parfois faire des rencontres, pas toujours très bien, des rencontres dont elles se seraient bien passées. Il va y se passer plein de choses et j'aime beaucoup parce que je trouve que l'auteur, il arrive très bien à équilibrer entre
le petit côté aventure, découverte du Japon à moto, le côté humoristique avec des situations vraiment parfois cocasses entre les deux personnages ou voilà avec les choses qui leur arrivent, le côté rebondissement parce qu'il se passe quand même assez souvent quelque chose, voilà, un petit quelque chose qui vient briser la monotonie du voyage. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment bien dosé entre ces trois éléments, l'aventure, l'humour et les rebondissements. Et je vous cache pas, j'ai été particulièrement émue par le tome 5, je m'y attendais pas, mais vraiment, j'ai versé ma petite larme à la fin. Je l'ai trouvé très très beau ce tome, il était très fort en message, un petit peu plus que les autres tomes. Et ce que j'aime aussi, en fait, c'est que l'auteur, il arrive à nous mettre du suspense dans ce voyage. C'est-à-dire qu'on a, là je suis au tome 5, il y a encore des choses que je suis pas encore certaine d'avoir tout compris et je sens qu'il va y avoir des révélations pour la suite. Donc j'ai super hâte de continuer cette série. Je sais pas combien il y aura de tomes, je crois qu'elle est encore en cours, donc on ne sait pas combien il y aura de tomes. Mais en tout cas, moi je passe un très bon moment à chaque fois que je lis ce petit manga. Et donc j'ai hâte de lire le tome 6 là, que je vais recevoir demain ou après-demain. Et le trou de maître est à 1 sur 5, même pas peur, voilà. Pour l'instant, on est dans une lignée, même pas peur. Ce que j'ai oublié de vous dire sur Belle dans la jungle aussi, c'est que oui, c'est Eva qui me l'avait fait découvrir, mais je le disais aussi pour le challenge à lecture nature, pour la catégorie eau sauvage. Il y avait dans les mots-clés, il y avait marais et marécage, et je me rappelle sur la couverture, on voyait tout un marais derrière, et c'est pour ça que je l'avais mis dans cette catégorie. Et franchement, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était très nature, ça c'est clair. C'était un petit peu moins aquatique, à part sur le côté où on était sur une île. Mais non, en vrai, c'était cool. Je suis contente de l'avoir sorti à l'occasion de ce challenge. Et pour terminer la session chronique, j'ai lu la semaine dernière Méduse de Martine Desjardins, qui est sortie en 2020 au Canada et en France en 2025. Parce que l'autrice est donc canadienne, elle est plus particulièrement québécoise. Et je m'en suis doutée quand j'ai vu un mot dans le livre. À un moment donné, il y avait le mot brunante. Et je me suis dit, ça, je crois que c'est un mot québécois. Et effectivement, j'avais raison. Mais c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Alors, dans Méduse, on est dans une réécriture très spéciale du mythe de Méduse. C'est spécial pour plein de choses. D'abord, je vous raconte rapidement l'histoire. On est avec Méduse qui, depuis toute petite, vit la tête baissée. Personne ne supporte de la regarder dans les yeux. Et donc, en gros, elle a appris à vivre avec toujours ses cheveux devant ses yeux. Jusqu'au jour où ses parents ont dit « On en a marre de t'avoir dans nos pattes, on va t'envoyer en pension, dans un institut spécifique pour les femmes comme toi, pour les filles comme toi, qui ont des problèmes, des difformités. » Elle va donc être envoyée là-bas, et même là-bas, en fait, on ne veut pas d'elle. Tellement ces difformités sont trop horribles. Mais par contre, elle est acceptée comme gouvernante. Enfin, pas gouvernante, mais femme de ménage, on va dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Méduse, qui est en fait son surnom, mais elle est appelée comme ça tout au long du roman, c'est-à-dire qu'on lui a tellement répété que ses yeux étaient horribles qu'elle n'a jamais osé se regarder dans un miroir. Donc en fait, elle ne sait pas elle-même à quoi ses yeux ressemblent. Et dans ce roman, on est à la première personne. Donc nous non plus, on ne sait pas à quoi ses yeux ressemblent. Et alors c'est tout le sujet du livre, ses yeux sont tout le sujet du livre, mais pas seulement en fait, parce que derrière ce sujet de difformité, d'abomination qui lui sont renvoyés, il y a énormément de messages, notamment des messages féministes. Ce roman, il est vraiment très spécial. Donc je pense déjà qu'il ne plaira pas à tout le monde parce que tout d'abord l'écriture est spéciale. Elle est à la fois très recherchée et à la fois l'autrice invente des mots. Mais alors c'était assez marrant parce que c'est des mots inventés mais qui sont dérivés d'autres mots qu'on connaît et du coup on en déduit le sens très facilement. Donc en gros elle se joue de la langue et j'ai beaucoup aimé. Alors ça rendait au début j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais une fois que j'ai compris que ça allait être complexe, j'ai ralenti mon rythme de lecture et j'ai vraiment pris le temps de lire les phrases plus doucement parce que j'ai tendance à lire vite et
Et là, en fait, il fallait pas, parce que sinon, j'avais pas le temps de comprendre la phrase et de me créer une image mentale, ce que je fais en fait naturellement quand je lis. Et donc voilà, j'ai ralenti mon rythme de lecture et j'ai vraiment pris le temps de lire vraiment chaque mot, etc. Et de bien laisser le temps à la phrase d'infuser, en fait, avant de passer à la suivante. Et voilà, une fois que j'ai eu pris ce pli, ça a été beaucoup mieux sur la compréhension, parce que voilà, l'écriture est quand même particulière. Mais elle est particulière, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que des fois c'est particulier, mais on n'arrive pas à rentrer dedans ou quoi. Non, moi j'ai eu aucun problème. Une fois voilà, que j'ai eu pris ce pli, je me suis très très bien figuré les lieux, les émotions du personnage. C'était vraiment, au contraire, très expressif finalement comme écriture. L'ambiance, c'était hyper sombre. C'était hyper glauque. Vraiment, quand je repense à ce livre, je vois du pas du noir et du blanc, mais vraiment des teintes très foncées, une ambiance lugubre. Voilà, c'est vraiment très spécial, même quand on est dans cet institut, c'est vraiment voilà, des pierres froides, je sais pas, il y a vraiment une ambiance froide qui ressort de ça, mais même après, quand on est à l'extérieur, finalement, tout ce que nous renvoie finalement le monde sur sa personne, c'est pas très beau, quoi. C'est froid, c'est très froid. Et donc, c'était une ambiance très prégnante, très prenante. Pour revenir sur l'écriture, il y a une chose que j'ai vraiment particulièrement appréciée, et c'est presque un détail, enfin c'est un détail sans en être un parce que c'est très central, c'est que Méduse, elle a une manière de parler de ses yeux en utilisant des mots qui sont toujours écrits en majuscules. Et je vous en cite quelques-uns. Par exemple, elle dit de ses yeux que ce sont ses effroyabilités, ses courroucences, ses dégoûtanteries ou ses cauchemardesqueries. Et voilà, et ça c'est que quelques exemples. À chaque fois, elle utilise un mot différent et qui est toujours un mot. Parfois, c'est un mot qui existe. Parfois, je pense que c'est des mots inventés parce que genre le mot cauchemardesquerie, je sais pas si c'est un mot qui existe. J'ai pas vérifié. Peut-être que ça existe. Les dégoûtanteries, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper fort parce que c'est comment elle perçoit ses yeux à travers ces mots qui sont tellement difficiles, avec tellement de jugements finalement, mais ces jugements-là, ils viennent uniquement des autres parce qu'elle-même n'a jamais vu ses propres yeux. Voilà, ça renvoie tout ce que peut nous renvoyer la société finalement sur ce qu'on est. Déjà, les messages féministes passaient par ce côté-là, mais il y en avait plein d'autres. Je ne peux pas trop vous le détailler parce que ça serait spoilé, ça serait vraiment dommage. À un moment donné, par contre, il y a eu une scène qui m'a un petit peu perturbée, c'est que j'avais l'impression que le rôle était inversé entre hommes et femmes. C'était très perturbant. C'était très perturbant. Pareil, je peux pas détailler pourquoi. Je me suis dit, waouh, incroyable, mais je sais pas trop quoi en penser. Et en fait, je me suis dit, mais pas besoin d'en penser quoi que ce soit finalement, parce que cette scène, elle est scalée, et elle est dans la continuité du personnage, et finalement, Méduse, si elle en arrive là, c'est qu'en fait, on l'a poussée à bout. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je voulais vous dire sur ce roman, c'est que pour moi, il a plein de niveaux de lecture. Alors pas plein, pas un milliard non plus, hein. Il a pour moi 3 niveaux de lecture. Il a le niveau de base, c'est-à-dire, moi c'est celui par lequel j'ai commencé. Je me suis dit, je ne vais pas essayer d'y voir un message de quoi que ce soit, je vais lire l'histoire pour ce qu'elle est. Donc c'est-à-dire l'histoire de Méduse, tout simplement. Mais pas de la Méduse mythologique, vraiment de la Méduse de cette histoire. Avec tout ce qui lui arrive, etc. Toutes les horreurs qui lui arrivent dans cet institut notamment. Ça, c'est le premier niveau de lecture, c'est juste ensuite l'histoire de Méduse. Point. Après, il y a pour moi une lecture féministe. Et ça, c'était plus dur en fait. Au début, j'ai tout de suite voulu me mettre dans ce mode-là et j'arrivais pas à prendre du recul par rapport à l'histoire. Et je pense qu'en fait, moi, j'ai préféré finalement faire ma lecture féministe plutôt à la fin, me dire, ok, je referme le livre et je me refais le film et je me dis, ah oui, voilà ce qu'a voulu peut-être montrer l'autrice, mais ça reste mon interprétation, bien évidemment. Et il y a aussi la lecture mythologique en comparaison du mythe de Méduse. Et là, pour le coup, je ne connais absolument pas le mythe de Méduse, donc moi, je n'ai pas du tout eu une lecture mythologique de cette histoire, paradoxalement, même si c'est le titre, Méduse, que oui, clairement, le lien entre la Méduse de l'histoire et la Méduse mythologique, il est évident. Mais voilà, moi, je ne connais pas assez le mythe pour me dire, ah ben là, tiens, elle a pris plutôt telle partie, ou de faire ceci ou cela, non. Honnêtement, voilà, elle y fait clairement référence dans le livre, mais moi, j'ai pas du tout eu cette lecture-là parce que ça ne me parle pas, parce que je n'y connais rien. Mais voilà, juste pour vous dire que ce livre, il a vraiment plein de niveaux de lecture et que selon les sensibilités, on va pouvoir aller vers l'une ou l'autre de ces lectures. Et que si on n'a pas envie de se prendre la tête, on peut juste lire l'histoire, voilà, basiquement.
Et ça reste hyper intéressant et l'écriture pour moi est vraiment, elle vaut le détour quand même si on aime bien les écritures, les styles un petit peu différents, peu classiques. Voilà, c'est une lecture à découvrir pour ça, si ça nous intéresse, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, grosso modo, c'était un petit peu dur à me mettre dedans au départ, mais au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur. Peut-être qu'il faudrait que je le relise maintenant que j'ai le fin mot de l'histoire, parce que j'en aurais, ben voilà, une nouvelle lecture peut-être. Surtout aussi que je me suis habituée voilà, à ce vocabulaire, etc. Peut-être que j'aurai plus de facilité à le relire, mais bon. Donc voilà. Donc pour ça, je dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que pour moi, un coup de cœur, ça doit être pas immédiat, mais faut pas que j'ai besoin d'avoir à le relire pour me dire ah, est-ce que je peux en faire une autre lecture, etc. Mais ça aussi, c'est très personnel. Donc voilà, Méduse, très très bien, mais ne plaira pas à tout le monde. Vous êtes prévenus, vous ne viendrez pas me mettre ça sur le dos. Alors, Méduse est classée en horrifique. Fantastique, horrifique, oui, parce qu'il y a du fantastique, bien évidemment, dans ce livre. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est du fantastique. Enfin, il y a une touche fantastique. Tout n'est pas fantastique, on est dans un monde qui ressemble très 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 fort au nôtre. Mais voilà, avec cette touche fantastique et puis voilà, ce côté un petit peu lugubre qui vient en rajouter. Alors, il est classé en horreur sur Livre Addict. Oui, il y a quelques scènes qui m'ont paru horrifiques. Mais moi, j'ai pas eu peur. J'ai mis le trouillomètre à 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée. Parce que pour moi, oui, il y a des scènes qui sont vraiment glauques, voire gore. Avec cette ambiance très sombre, très froide, parfois très pesante. Effectivement, ça donnait un petit côté horrifique, mais pour moi, ça faisait pas peur. Enfin, moi, j'ai pas eu peur. J'étais plutôt dégoûtée, en fait. J'ai été plus souvent dégoûtée qu'autre chose. Voilà, en fait, c'est ça plus le ressenti que j'ai. Plusieurs fois, j'étais là à me dire, quelle horreur. Mais voilà, c'était pas quelle horreur du genre, ah non, c'était quelle horreur, Burke. Voilà, voilà. J'en ai terminé pour mes chroniques, on a fini le book haul, donc maintenant je vais pouvoir vous parler du résumé des grands-mères dans l'espace. Je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre depuis quelques temps. Je pense que pour les personnes qui ont un petit peu suivi déjà sur YouTube, bah, vous avez un petit peu compris de quoi ça va parler, mais je vais vous lire le résumé officiel, donc c'est celui qui sera sur la 4e de couverture, et comme ça, bah, écoutez, j'espère que ça vous donnera encore plus envie pour celles qui avaient déjà un petit peu envie de le lire, et que ça pourra en convaincre d'autres, pourquoi pas. D'ailleurs, avant de vous le lire, je voulais préciser que vous avez été plusieurs à me demander dans quelle maison d'édition j'allais être éditée. En fait, je vais m'éditer en auto-édition, parce que j'ai cherché une maison d'édition, et j'en ai pas trouvé parce que, à mon avis, mon roman est un petit peu trop hybride. Parce qu'on est dans la science-fiction, dans du space opéra, mais avec des grands-mères, avec un côté humoristique. Et j'ai quand même voulu aborder des thèmes un petit peu profonds, on va dire. Et donc ça donne quelque chose d'assez hybride finalement entre le SF, le feel good, on est presque dans de la cozy SF, mais avec un côté quand même humoristique. À mon avis, c'est une des raisons. Alors évidemment, les maisons d'édition ne justifient pas leur refus, ou voire ne répondent pas du tout. On en est habitué. Donc je ne fais que supputer que c'est pour cette raison-là. Mais en tout cas, c'est celle qui me paraît la plus probable. Parce que honnêtement, j'avais eu des retours de mes bêta-lectrices qui avaient beaucoup aimé le roman, donc je me dis c'est pas parce que le roman est nul, quoi. En plus, j'avais pris du soin à le corriger, etc. Bref, voilà, je pense vraiment que c'est juste ce côté très très hybride qui a pas matché avec les maisons d'édition et avec leur programme éditorial. Écoutez, c'est pas grave, l'auto-édition existe, donc pourquoi s'en priver? Et pourquoi vous priver des grands-mères dans l'espace? Trêve de blabla, voici le résumé des grands-mères dans l'espace. Le tome 1, Semer le chaos sur Octohora. Pour leurs proches, Paulette, Rita et Bertie ont embarqué à bord d'un camping-car pour un paisible tour du monde entre amis. En réalité, les voilà partis dans la charrette, leur vaisseau spatial qui carbure au fumier de chèvre et file à toute allure à travers les étoiles. Si ces 3 intrépides mamies ont quitté la Terre, c'est que Bertie cache un lourd secret. Exilée parmi les humains depuis plus de 70 ans, elle doit aujourd'hui tout risquer pour sauver son monde natal, Mulféa. Mais un tel périple ne s'improvise pas. Lors d'une escale forcée sur Octohora, les ennuis s'enchaînent sur cette planète où tout s'achète, sauf la chance. Entre les talents de mécanicienne de Rita, le flair de détective de Paulette
et le mauvais caractère de Bertie, la galaxie va vite comprendre qu'il ne faut jamais sous-estimer des octogénaires en mission. Et voilà, du coup, vous l'avez compris, dans ce tournant, on va suivre Rita, Bertie et Paulette, dont je vous ai déjà parlé un petit peu en détail la semaine dernière, pendant leur voyage pour sauver Mulfea, la planète de Bertie, qui est donc une extraterrestre cachée sur Terre depuis 80 ans, plus ou moins. Comme tout se passe jamais comme on s'y attend, elles vont devoir atterrir, plutôt amérir, sur Octovra, une planète peu recommandable, et il va se passer plein de choses. Grosso modo, je ne veux pas vous spoiler. J'essaie de ne pas spoiler les chroniques des livres des autres. Je vais essayer de ne pas spoiler le mien, n'est-ce pas? Et c'est encore plus dur de ne pas spoiler son propre livre, je vous le garantis. Donc je vais m'arrêter là, écoutez. À mon retour en Bulgarie, je vous présenterai la couverture parce que ça y est, je l'ai. J'attends juste les petites finitions, etc. Donc je vous la montre pas tout de suite. À propos de ce résumé aussi, il y a plusieurs personnes en commentaire qui m'ont dit que la SF ça les bottait pas trop et que donc peut-être qu'ils liraient pas mon roman. Alors déjà sachez que c'est totalement ok. Je comprendrai à 100% si vous n'êtes pas intéressé par mon roman, il n'y a aucun problème. Mais aussi je tenais à vous dire que oui, c'est de la SF, mais on est vraiment dans de la du coup cozy SF, on va appeler ça, avec un côté qui est quand même très humain, c'est-à-dire qu'on est tout le temps avec nos trois grands-mères. Alors évidemment, il y a des choses fantasy qui vont se passer avec des aliens, etc. Donc oui, si vous êtes vraiment rebuté par le côté découverte d'une planète ou découverte d'aliens, etc., vous forcez pas, clairement. Mais après, on est voilà aussi quand même dans cette relation d'amitié entre ces trois grands-mères, leur manière de voyager ensemble, d'aborder des situations parfois rocambolesques. On aura aussi une petite enquête parce que, bon, à l'origine, j'écrivais plutôt du polar. Ça a un petit peu glissé dans Les Grand-mères dans l'espace. Voilà, donc il y aura aussi une petite enquête menée par détective Paulette, entre autres. Et voilà, donc juste pour vous dire que ne vous arrêtez pas au côté SF, ça pourrait peut-être quand même vous plaire, donc n'hésitez pas quand le roman sera sorti à lire, pourquoi pas, vous savez, les premières pages et puis voir peut-être si, du coup, si les personnages vous bottent, si l'ambiance vous botte, et puis à vous de tenter. Et voilà, c'était tout. Ce que je voulais vous préciser, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le côté trop hard SF de ce roman, non, c'est absolument pas le cas, c'est même plutôt l'inverse. Je pense que les personnes fans de science-fiction vont pas vraiment pouvoir aimer ce roman parce que justement le côté SF est plutôt très light sur le côté vous savez la SF à la base c'est quand même beaucoup de colonisation de planètes, c'est plutôt sombre et c'est plutôt souvent très technique. Alors je parle vraiment de la hard SF bien évidemment, mais voilà, alors que moi pas du tout je pense que si un physicien se penche sur mon roman il va faire un AVC, clairement. Parce que je pense que c'est des trucs qui sont pas très réalistes. Mais c'était pas du tout mon objectif. Moi, je voulais juste mettre mes trois grand-mères dans l'espace et me faire kiffer, vous faire kiffer avec ce voyage un petit peu décalé. Bref, allez, j'arrête. Je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez lu cette semaine, ce que vous êtes en train de lire. Et si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions, n'hésitez pas à les partager également. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!